Ok, on enregistre. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un procès sans précédent qui va s'ouvrir dans quelques instants. Le procès du journaliste Douglas Templemore, accusé du meurtre d'un Paranthropus erectus, cette nouvelle espèce que certains surnomment déjà tropie. L'accusé risque la peine capitale. Douglas Templemore a-t-il tué un homme ou un animal? Est-il un meurtrier ou un bienfaiteur? Si vous voulez vous prononcer, c'est le moment. Moi, je pense que Douglas a fait un geste héroïque. Héroïque, il a tué son enfant. Il a tué ce petit être pour en sauver 1000 autres. Moi je pense que ces créatures, ce sont des humains comme vous et moi, et donc Douglas Templemore a assassiné son enfant, et j'espère qu'il sera condamné. D'accord, je vous remercie, monsieur. Docteur Figgins, vous êtes cité à comparaître comme témoin dans ce procès. Mais comment avez-vous découvert la scène du crime? Je venais juste de m'endormir, on me réveille en pleine nuit, un coup de téléphone, bref. Il faisait un 7 ans de chien, enfin passons. Je prends ma voiture avec la radio, les... Qui peut son nom comparaître à présent? Le docteur Figgins. Docteur Figgins, c'est bien vous qui avez déclaré le décès d'un nouveau-né de sexe féminin? Oui, on m'a réveillé en sursaut, en pleine nuit, je venais juste de m'endormir et je souffre d'insomnie. Enfin, après... Docteur, un médecin de campagne est un homme très occupé. Nous le sommes aussi. Je vous poserai donc quelques questions brèves et précises, et vous répondrez de même. Vous avez observé l'enfant un moment pour vous assurer du décès, Oui, et vous avez alerté la police. oui. Et refusé le permis d'inhumer, l'enfant a été piqué à À la strychnine. par son père. Oui. Vous avez agi comme il est du devoir de médecin en présence d'un infanticide. Oui. Merci, docteur. Docteur Figgins, vous avez examiné le petit cadavre Oui. et vous avez déclaré ce n'est pas un enfant. Oui. Pour quelle raison? La disproportion des membres, la structure des mains, enfin des pieds, enfin plutôt des mains postérieures, donc le pouce peut venir s'opposer aux autres doigts pour former une pince. L'absence de courbure lombaire, certains détails de la morphologie de la face et du crâne N'avez-vous qui... pas examiné ses oreilles, ses yeux, lorsque vous êtes arrivé, sans rien remarquer de ce que vous venez de nous dire? Non, je n'ai rien remarqué. On me réveille en sursaut, en pleine nuit, tout ce qu'on me montre c'est un berceau, un nouveau-né, une petite tête. Vous pensez qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie? Non, je ne dis pas cela. Que dites-vous alors? Je dis que ce n'est pas un enfant. Et vous le maintenez sans réserve? Pas un enfant, un point c'est tout. N'avez-vous pas examiné au laboratoire d'autres créatures issues d'hybridation expérimentale sur cette nouvelle espèce, mais cette fois croisées avec l'orang-outan? Oui, je suis allé les voir. À quoi ressemblaient-elles? Leur constitution était-elle proche de celle de la petite victime? Oui, très proche. Vous doutez donc que cet être soit réellement l'enfant de Douglas Templemore? Oui, j'en doute très fortement. Alors, comment expliquez-vous, docteur, cette bien étrange contradiction? Quelle contradiction? Vous arriverait-il, par hasard, de dresser des constats de décès pour des animaux? Non, jamais. Cependant, vous en avez dressé un. C'est l'inspecteur qui l'a exigé. Il ne pensait donc pas, comme vous, que la petite victime n'était pas un enfant? L'inspecteur ne pensait rien du tout. Elle devait expliquer la chose à son supérieur et la chose n'était pas simple. Que vouliez-vous que je fasse? Que je refuse? Docteur, vous émettez des doutes tout personnels sur la constitution de la petite victime. C'est votre droit. Cependant, vous n'avez aucune raison de lui dénier son existence légale. C'est bien cela. Oui. Donc vous admettez que, au regard de la loi, la petite victime est sans conteste la fille de l'accusé. Si vous le voulez. Il y a donc bien eu un infanticide. Docteur, si vous aviez été sollicité pour constater la naissance de ce petit être à l'état civil, auriez-vous accepté? Bien sûr que non. En résumé, docteur, les circonstances vous ont amené à dresser un constat de décès à une créature à laquelle vous n'auriez jamais accordé un acte de naissance. Vous avez d'autres questions? Oui, mais médecin légiste, si nous pouvons l'entendre. Docteur Malbro, c'est bien vous qui avez pratiqué l'autopsie de la petite victime en présence du docteur Figgins. En effet. Vous a-t-il fait part pendant l'opération de certaines remarques sur sa constitution? Oui. Avez-vous conclu comme lui? Non. Mais sinon il n'y aurait pas de procès. Pourquoi?
Beaucoup d'enfants à la naissance présentent des malformations. Et j'ai pu constater trop d'infanticides sur des enfants prétendument monstrueux. Vous pensez que c'est un monstre? L'existence des monstres remet en question la vie. Pourquoi? Cette remise en question est immédiate. Si longue qu'ait été notre confiance antérieure, de voir les églantines fleurir sur les glantiers, les têtards se changer en grenouilles, les juments allaiter leurs poulains, de voir le même engendrer le même. Il suffit d'un écart morphologique pour que la crainte s'empare de nous. Pourquoi la crainte? Nous sommes des vivants. Et un échec de la vie nous concerne 2 fois. Parce que cet échec aurait pu nous atteindre, et un échec peut venir par nous. C'est donc seulement parce que nous sommes des vivants qu'un raté morphologique est à nos yeux un monstre. Et à votre avis, est-ce le cas dans l'affaire qui nous occupe? Ce pourrait être le cas. Vous avez donc conclu que la petite victime était un enfant? Ah non, moi je n'ai pas à répondre sur le fait que ce soit un enfant. Je n'ai à répondre que sur les causes de la mort, c'est tout. Le reste regarde l'enquête, pas moi. Puis-je dire un mot? Je vous en prie, Madame la Présidente. Vous êtes médecin légiste. Et vous ne pouvez pas nous dire si c'est un enfant, un monstre ou un animal? Et vous sauriez nous le dire, vous? Ce que c'est qu'un homme, simplement? Pardon? Ce que c'est qu'un homme. Vous le savez, vous, ce que c'est qu'un homme? Alors? Un homme, c'est un mammifère primate, bimane, à station droite, doué d'intelligence et de langage articulé. Et alors? Qu'est-ce que ça nous apprend? Vous voudriez que je vous dise si ce petit être aurait été doué d'intelligence ou de langage articulé? Comment voulez-vous que je le sache? Ou même s'il aurait pu marcher debout? Justement, il n'aurait pas pu, puisqu'il n'avait non pas des pieds, mais des mains. Bon, Savez-vous à la fois vous tenir debout et marcher sur les mains? un bon orthopédiste aurait facilement corrigé ça. Excusez-moi, docteur Bubow. Il ne s'agit pas d'une malformation fortuite, mais d'une constitution héréditaire. Le père me paraît normalement constitué. Après, je n'ai pas vu le reste de la famille. Le docteur Figgin s'est montré absolument affirmatif pour nous dire que ce n'était pas un humain. Il y a 400 ans, les Indiens non plus n'étaient pas considérés comme des hommes. On les a appelés singes sans queue et on en a fait grand commerce. Mais depuis 400 ans, la science a fait des progrès. Oh, la science. La science a encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous remercie, docteur. Dites-moi, monsieur Templemore, est-ce que vous désirez absolument être condamné? Non, madame. Vous faites cependant tout ce qu'il faut pour l'être. Vous désirez absolument être jugé, n'est-ce pas? Oui. Pour infanticide. Ça, je ne sais pas. Monsieur Templemore. Monsieur Templemore, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Vous avez amené votre soi-disant fille au pasteur pour la faire baptiser. Ensuite, vous l'avez déclarée à la mairie. Ensuite, vous l'avez piquée. Ensuite, vous avez contraint le docteur Mims, qui ne le voulait pas, et l'inspecteur Figgins à vous faire inculper pour meurtre. Voilà, vous l'êtes. Nous vous jugeons. Et maintenant, vous venez nous dire que c'est seulement un petit animal. De qui vous moquez-vous? Je n'ai rien dit tel. Je ne plaide pas du tout que c'est un animal. Mais vous, maître, vous avez bien dit que vous plaidiez innocent. Innocent, votre honneur. Donc que la victime n'est pas un enfant, mais un animal. Pas du tout. Maître, je vous avertis que si vous mettez en tête de trop dérouter Nous la ne cour... voulons pas dérouter qui que ce soit. Il peut nous arriver, c'est vrai, de plaider que la petite victime est un animal. Et c'est seulement quand l'accusation prétend nous faire admettre que c'est un enfant pour des raisons insuffisantes. Ce n'est donc pas autre chose qu'un esprit de contradiction? Monsieur Templemore, vous refusez de vous défendre, c'est cela? Me défendre d'avoir tué, quoi. Un petit enfant? Et si c'est un petit enfant? Alors plaidez le doute. J'ai provoqué ce procès, justement, pour qu'on lève le doute. J'ai pris une décision terrible. Je ne sais pas où elle me mènera. Au fond, rien, absolument rien ne m'y oblige. Mais ce que j'ai fait, il fallait que quelqu'un le fasse. Ce qu'on ne sait pas n'existe pas, et rien de grand ne s'obtient sans risque. C'est assez beau au fond. Ça montre qu'un meurtre, ça n'existe pas. Pas tout seul. Puisque ça ne dépend pas de ce que j'ai fait, mais de ce que les hommes en décideront. Les hommes, rien que les hommes. L'espèce humaine. Et nous sommes si solidaires de l'espèce humaine que ce qu'elle pense, nous ne pouvons pas nous empêcher de le penser avec elle. Il nous est impossible de penser autrement. Et nous déciderons seuls, pour nous seuls, sans nous préoccuper de l'univers. C'est sans doute cela que je trouve beau. Le reste, c'est un détail.
Dr. Higgins. Qui voulez-vous que ce soit à 5h du matin? Vous n'êtes pas d'ici, vous? Oui, j'habite Londres habituellement. C'est ça, nous allons bientôt être envahis par les gens de la ville. Déshabillez-vous. Je ne suis pas malade, docteur. Ah, c'est donc cet enfant? Je crains que vous ne m'ayez appelé un peu tard. C'est justement ce que je voulais vous faire constater. L'enfant est mort. Je l'ai piqué à la chlorhydrate de strychnine. Mais c'est un meurtre! Enfin, je dois appeler la police, mais... J'attends un inspecteur d'un instant à l'autre. Inspecteur Mills, très heureux de vous connaître, monsieur Templemore. Je lis souvent vos articles dans le journal. Mais cet homme a tué son enfant! Mais c'est bien vous qui m'avez téléphoné. C'est moi. C'est le père. C'est moi. Où est la mère? Elle est rentrée au zoo. Au zoo. Comment au zoo? Elle habite la cage numéro 9. Pardon? La mère n'est pas une femme à proprement parler. C'est une femelle de l'espèce Paranthropus erectus. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien encore. Une sorte inconnue d'anthropoïde. Monsieur Templemore, qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Que vous fassiez votre métier, inspecteur. Mais cette petite créature n'est pas humaine. C'est mon enfant. Je suis son géniteur par insémination artificielle pratiquée sur une femelle de cette nouvelle espèce. Et cet enfant a été enregistré à la mairie sous le nom de Frances Mary Templemore. Maintenant, elle ne peut pas disparaître sans laisser de traces. Sous quel nom a-t-on enregistré la mère? Femme indigène de Toumata, nommée Derry. La mère n'est pas une femme. Les opinions sont différentes. Les opinions. Quelles opinions? Celles des anthropologues sur l'espèce à laquelle appartient le Paranthropus. Les scientifiques sont à l'étude, il se pourrait très bien que la mère soit une femme. Et son enfant est ma fille. Et je l'ai tuée. Monsieur Kurt Berggrim, chef de l'expédition qui a découvert cette nouvelle espèce. C'est bien vous, monsieur Grimm, qui dirigez l'expédition. Oui, bien que... Enfin, si vous voulez. Et quel était le but? Quel but? De quoi parlez-vous? Pourquoi nous allions en Nouvelle-Guinée? Vous y cherchiez cette nouvelle espèce. Non, nous ne sommes pas idiots. Pourtant, vous les avez trouvés. Dites plutôt qu'ils se sont fourrés dans nos pattes, mais qu'est-ce que ça prouve? Vous chercheriez, vous, quelque chose qui n'existe pas? Pas une chance sur un milliard, le dernier avait disparu il y a plus d'1 million d'années. Le dernier quoi? Anthropopithèque, le synanthrope si vous préférez. Ou l'australopithèque africain, à moins que ce ne soit le kénianthropithèque, ou le paranthropithèque éthiopien, ou le buffalopithèque, ou le salopithèque, il y en a des tas, vous savez. Alors, que cherchiez-vous en Nouvelle-Guinée? Une mandibule! Une mandibule fossile. Il y a 267 sortes de mandibules. Répondez à la question. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des pithécanthropes vivants? Ils nous ont surtout compliqué la vie, en plus on n'a pas retrouvé l'endroit. L'endroit de quoi? De la mandibule! C'est tout ça à cause de Pop. Pourriez-vous pas vous exprimer plus clairement? Je suis pas orateur, je suis paléanthropologue. Qui est Pop? Pop! C'est le père d'Illigan, un excellent paléontologue, sauf qu'il croit que l'évolution a bien un plan divin. Quand on est prêtre, on ne devrait pas s'occuper des sciences exactes, ou alors laisser les papous tranquilles. Il les avait tous convertis et ne s'occupait que de leur catéchisme. Résultat, c'est trompé de forêt vierge. Heureusement qu'on a trouvé la professeure Krebs, je sais pas ce qu'on aurait fait sans elle. C'est d'ailleurs avec elle qu'on a eu l'idée de pratiquer un test d'hybridation sur des femelles de cette espèce. Et vous avez ramené ces 20 femelles fécondées par bateau en Europe? Oui, et une a été ramenée en avion à Douglas. Ça s'inscrivait dans ses projets. Et vous avez obtenu que soit gardée secrète l'arrivée de cette nouvelle espèce? Oui,
pour être le premier à annoncer cette grande découverte scientifique. Monsieur Gris, pouvez-vous mettre un peu d'ordre dans votre récit? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas orateur, faites donc venir ma fille. Après tout, c'est elle la chef. Mademoiselle Sibylle Gris, pourriez-vous nous donner la liste des membres de l'expédition? La liste, nous étions 3. Mon père, moi et le père d'Illigan. Et nos porteurs papous, bien évidemment. Et la professeure Krebs? Nous l'avons croisée par hasard et elle nous a aidés à trouver le bon chemin. Personne d'autre? Personne d'autre qui participe aux recherches. Et Douglas Templemore? Et Douglas, oui. Est-il donc aussi anthropologue? Non, il est journaliste. Que faisait-il dans votre groupe? Il rédigeait notre journal de bord. Vous deviez vous marier, n'est-ce pas? Oui. Quand avez-vous décidé de l'épouser? Là-bas, en Nouvelle-Guinée? Non, au retour, la veille du meurtre. Ah, parce que vous appelez cela un meurtre. Seulement par commodité. Ignorez-vous que ce meurtre serait connu? Au contraire, c'est quand Douglas m'en a parlé que j'ai accepté le mariage. Était-ce une récompense? C'était une approbation. Vous en avez donc discuté? Où? Au camp, en Nouvelle-Guinée. Il y a donc eu une longue, très longue préméditation. Surtout une longue hésitation. Et c'est vous qui l'avez décidé? Non, c'est lui qui m'a convaincu que c'était nécessaire. Mais maintenant j'ai peur. J'ai peur qu'il se soit sacrifié pour rien. Et j'ai peur que ce procès qu'il a provoqué ne mène à rien. Est-ce qu'un tribunal peut se prononcer sur un pareil problème alors que nous, anthropologues, en sommes incapables? Sibylle, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu ne me dis rien, tu ne me racontes rien. Je n'ai rien à écrire sur le journal de bord. Il est comme ton cœur, vide et muet. La vie est lente, Douglas, mais l'espérance est violente. C'est ça. Ah, ces moustiques! Je me demande comment fait Krebs. Elle ignore les insectes comme s'ils n'existaient pas. Et que fait-elle dans ce patelin? Elle cherche pas des mandibules? Non, elle étudie la psychologie des autochtones de l'île. D'ailleurs, tu sais que le camp est attaqué hier soir, avant notre arrivée. Une pluie de pierres. Il faisait nuit, nous n'avons pas pu voir nos agresseurs. Mais à juger par ces cailloux, ils doivent être encore très primitifs. Krebs est parti, tout excité à leur recherche. Elle a pas peur de se faire massacrer? Oh, elle sait très bien comment se faire comment ameubler même les cannibales. Mais si c'était des gorilles? Les gorilles ne taillent pas la pierre. Tu es décidément trop ignorant, mon petit Doug, pour un À explorateur. qui la faute? Personne ne m'explique. Que fait ce type parmi nous? Le père d'Illigan est le meilleur ami de mon père, et son plus redoutable adversaire. Chacun veut prouver que l'autre a tort. Il pense que l'évolution du coquillage à l'homme suit un plan établi par Dieu. Mon père, lui, ne croit qu'aux circonstances et au hasard. C'est un hasard que l'homme descende du singe? Nous ne descendons pas du singe, nous sommes les frères, nous ne sommes pas les fils. Nous descendons de quoi alors? D'une racine commune qui a buissonné et qui a donné d'un côté les singes et de l'autre les hommes. Tu sais ce que c'est qu'un pithécanthrope? Un homme singe. Bravo! Alors, sur quelle branche était-il? La bonne ou la mauvaise? Vous donnez à notre journaliste un cours d'anthropologie? On est complètement perdus! Alors, vous les avez trouvés? Vous avez déniché quelque chose? Une calotte crânienne! Où l'avez-vous trouvée? Là-haut, dans le lapilli du Pléistocène. Ou bien je me trompe fort, ou cette calotte est plus hominienne que celle d'ici l'anthrope. Ah, traduis, explique-moi. Un crâne d'1 million d'années, à peu près. Regardez-moi ce pariétal. Vous n'avez pas honte de vous payer ma dette?
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Ce crâne n'est pas du tout un fossile. Il a à peine 20 ou 30 ans. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas loin d'ici des pithécanthropes d'il y a 1 million d'années, mais vivants. N'a-t-on pas découvert plus tard que ces êtres savent faire du feu? Pas tous, cela dépend. Que voulez-vous dire? Que très peu en savent en faire. Comment le savez-vous? Nous en avons tiré beaucoup avec de la viande. Ils sont devenus très familiers. Nous avons rassemblé derrière un grillage de la réserve. Ils n'ont pas essayé de s'échapper. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en captivité. Ceux-là, on les a plus jamais revus faire du feu. Mais d'autres en faisaient? Oui, d'autres se sont montrés plus sauvages, plus fiers. Ils ont accepté notre viande et ils sont retournés dans leur grotte et on y met un feu. Mais des êtres qui savent faire du feu et fumer la viande, ce sont des hommes? On l'a longtemps admis, c'est vrai, mais c'est un raisonnement faux. Comment? Mais puisque l'homme est le seul à pouvoir faire du feu, qui fait du feu est donc un homme. Il y a 100 ans, vous aurez dit, l'oiseau est le seul à pouvoir voler, qui vole est donc un oiseau. 10 ans plus tard, ça n'était plus vrai. Ils n'ont-ils pas des bras démesurés avec des mains qui pendent tout près de la terre? Oui, leurs jambes sont très courtes. Et ils se tiennent droit, comme nous? Ils se tiennent souvent droit. Mais courbés quand ils marchent en s'aidant du dos des doigts? Seulement quand ils courent, ce n'est pas une bipédie permanente. Et leur visage est nu, comme celui des humains. Mais il est écrasé comme celui des gorilles. Et j'ai assisté aux dissections que le chirurgien et le médecin ont pratiquées. Toujours les mêmes résultats. Certains organes sont presque humains, tandis que d'autres possèdent les caractéristiques des grands singes. Le cerveau surtout est troublant. Il possède la plupart des circonvolutions humaines, mais surtout l'évolution est différente. Ici, l'évolution est de 400 à 600 cm3. Donc, elle est très inférieure à nous, mais très supérieure à ceux des grands singes. Alors oui, les mâles sont très gros et poilus, et les femmes ont une poitrine très féminine. Mais elles ont une mâchoire impressionnante et des canines puissantes. Voilà une série de précisions morphologiques qui nous laissent au moins douter qu'elles puissent s'appliquer aux espèces humaines. Au cours de l'expédition, j'ai pu observer que la vie des tropis sur les falaises était celle d'une communauté paisible, d'une démocratie parfaite. Il n'y avait pas de chef, ni même rien qui pût rappeler un conseil des anciens. À la longue, de vraies amitiés sont nées avec les tropis. Des amitiés silencieuses, d'égal à égal, pour le simple plaisir d'être ensemble. Douglas avait même 3 amis qui ne le quittaient pas. L'un se passionnait pour l'ouverture des boîtes de conserve, tandis que les 2 autres pour le rinçage des bouteilles, qu'ils aimaient rendre propres comme du cristal. J'ai tenté de leur donner un nom, car ils ne s'en donnaient pas entre eux. Luc. Mais ce fut sans succès. J'ai également essayé de leur apprendre mon propre nom. Pop. Luc. Pop. Sans y parvenir. L'idée de différenciation d'individus leur était proprement étrangère. Professeur Krebs, nous savons déjà que ces êtres font du feu et taillent la viande. Bien entendu. Mais qu'est-ce que cela prouve? Tenez, le rire, c'est le propre de l'homme, dit-on. Eh bien, ça n'empêche pas les chimpanzés de se fendre la poire entre eux. Combien voit-on faire le ménage, la vaisselle sans ébrécher une seule assiette? Ils nous ont même aidés à visser les écrous d'un hangar. Pourtant, ils ne savaient même pas pourquoi ils le faisaient juste pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on vous a dit encore? Ah oui, ils enterrent leurs morts. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils les jettent dans des crevasses, avec des pierres par-dessus. C'est néanmoins une sépulture. Les capacités des tropis s'accumulent. Ils font du feu, taillent la pierre, font le ménage et la vaisselle, visent des écrous, assemblent des charpentes,
enterrent leurs morts. Ah oui, oui, hein, ça fait son petit effet dit comme ça. Mais les singes sont aussi très très forts en matière d'imitation. Mais voyez-vous, la science, la biologie, ça n'a rien à voir avec ces petites expériences-là, c'est divertissement du dimanche. Un homme, ça pense et ça parle. Est-ce que l'on peut savoir si ces créatures pensent et si elles parlent? Ah ça, vous devriez le demander au père Dilligan. Il est spécialiste d'acoustique animale et il vous répondra mieux que moi. Mon père, vous êtes spécialiste des questions de langage. À votre connaissance, ces êtres savent-ils parler entre eux? Que voulez-vous qu'on vous réponde? Qu'est-ce qu'un langage? Un assemblage de mots, de sons, formant des mots, c'est-à-dire des symboles. Combien de sons? Combien de mots? Les Grecs, voyez-vous, ont longtemps et vainement débattu pour savoir combien de cailloux, au minimum, il fallait pour former un tas. Était-ce 3, 5, 7, 9 ou davantage? Les Chinois ont 60 000 mots. Nous en avons 30 000. Les Védas de Ceylan en ont 200 ou 250. Ils débitent sans la moindre ébauche de syntaxe. Est-ce encore un langage? Chez les tropies, j'ai pu identifier jusqu'à présent 118 cris ou modulations distinctes liées à des sens précis. Est-ce assez pour affirmer qu'ils parlent? On en distingue 40 chez le corbeau. L'américain moyen limite son vocabulaire à 300 ou 400 mots. Il vaut donc 10 corbeaux. Nous sommes dans le plus parfait arbitraire. Mais c'est sonorisé, comme vous le dites. Chez les tropistes, sont-ils des cris ou des mots? S'ils disent simplement oui quand ils se font mal ou ah là là quand ils sont contents? Et s'ils disent zut et vite et stop et hip 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 hurrah, est-ce que ce sont des cris ou des mots? Et quand, en Amérique, vous lisez ces grosses lettres sur une station-service, here, eat, car, wash, est-ce encore un langage articulé? Je vous l'ai dit, les tropies usent de modulations parfaitement distinctes. Il y a des sens tout au moins aussi précis. Par exemple, attention, danger. Ou encore, oui, bah c'est ma femme. Celui qui touche à ma viande, je l'assomme. Est-ce un langage? Est-ce un langage? Il me semble. Mais quand le rossignol fait tata, tata, que croyez-vous qu'il veut dire? Eh bien, la même chose que les cropies quand ils font c'est-à-dire, il y a des renards dans le coin. Ah pardon, stop. Les renards c'est On sort seulement de clavier. Et remarquez le pluriel. Tata, un renard. Tata, tata, des renards. Et chez les tropies. Mon père, ne pourriez-vous pas tirer de tout cela quelques conclusions plus précises? Non, je ne le peux pas. Sinon, je ne serais pas aussi tourmentée. Il n'y a pas que vous. Pourquoi êtes-vous tourmenté? Parce que je ne suis pas seulement anthropologue, je suis prêtre. Eh bien moi, je suis juge. Mais vous n'avez pas à vous demander si ces pauvres créatures ont une âme. La science ne met d'aucun recours sur cette question. Posez la question à Rome. Oh, je l'ai fait. Mais on m'a renvoyé à l'encyclisme Humanis Generis qui précise la limite entre l'homme et l'animal. En entropie, s'y trimballe sur la limite, comme Charlot sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De mieux en mieux. L'accusé ne dit rien, la défense non plus, ni les médecins, ni les anthropologues, ni les prêtres. Personne ne veut rien dire. Mon père, vous avez quelque chose à ajouter? Je regrette. Vraiment. Merci. Et vous, maître? Plus tard. Parfait. Voilà qui commence le mieux du monde.